Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. À l'occasion de la quinzaine de la sensibilité qui a lieu du 6 au 21 janvier 2024, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Dans cet épisode, nous allons parler de la sensibilité, la relation avec les autres, la nécessité de la coopération et de ce qu'est vivre réellement en lien dans l'échange de nos sensibilités, l'écoute et le respect du consentement. Bonjour Saverio, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, moi aussi, je suis vraiment très content. La parole est humaine. Elle nous relie, nous aide à dialoguer, à nous connaître et nous comprendre. Pour autant, peut-on se permettre de dire tout et n'importe quoi ? C'est une question super importante parce que moi qui suis issu du monde de la psychanalyse, quand je me suis formé à la psychanalyse dans les années 90 à Paris, on était vraiment dans la croyance de la libre parole, on dit tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Et je pense que c'était une nécessité après des siècles de culture où, au contraire, on était dans le secret, dans l'hypocrisie, dans la retenue, parfois dans le mensonge, et que ça a été salutaire de vivre ces années 70, 80, 90 de grande liberté de la parole. Sauf que on s'est rendu compte après que même si c'est important de se sentir libre dans sa possibilité d'expression, on ne peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité de qu'est-ce que je dis, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne personne, quel mot je vais choisir. Et pour ça, j'ai vu un documentaire très intéressant sur le cerveau des enfants, sur le développement cognitif des enfants. Et dans une école aux États-Unis, ils leur apprennent 3 clés. Alors j'espère que je ne vais pas les oublier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important? Et est-ce que ça va faire plaisir à la personne ou au contraire la blesser? Et donc ils disent, ce sont 3 portes. Pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, il faut passer ces 3 portes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça, oui, est-ce que ça a vraiment du sens pour vous? C'est pas une parole en l'air. Et est-ce que ça va faire du bien à la personne et non pas du mal? Et même si ça peut paraître un peu naïf, en tout cas, ce sont des filtres qu'il me semble important de mettre en place quand on communique avec quelqu'un pour éviter de tout dire de façon pulsionnelle finalement, sans avoir pris le temps de bien peser ce qu'on veut dire, non pas le pour et le contre, mais ce qu'on veut dire vraiment, avec quel mot on va le dire, et si c'est juste de le dire à cette personne-là, ou si c'est des choses qu'on va réserver à une personne plus intime, à son thérapeute ou sa thérapeute, à son journal intime, ou à simplement une élaboration plus poussée, prendre le temps de réfléchir, ou même de ne pas réfléchir, on va marcher, on fait autre chose, et puis on se rend compte dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent que finalement on n'avait pas besoin de dire tout ça. Ça me semble important d'en parler maintenant, c'est que sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie, il me semble qu'il y a beaucoup de paroles pulsionnelles, de paroles, euh, comment dire, brutales dans le sens abrupt, de paroles qui ne sont pas passées par le filtre de la réflexion et et de la compassion et de la sollicitude, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire à l'autre si je dis ça? Et est-ce que c'est vraiment important que je le dise? Est-ce que, euh, c'est-à-dire peut-être dans cette responsabilité, la responsabilité, c'est pouvoir répondre de quelque chose, euh, prendre conscience des conséquences de ce que l'on va dire à l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un art de la parole à remettre en valeur pour éviter de tout balancer comme ça. Avec en plus cette culture du buzz. J'étais vraiment très choqué dernièrement en discutant avec une collègue
qui travaillent pour une chaîne de télé sur Internet, hein. Et le patron leur disait, je me fous de savoir si c'est vrai ou faux, je me fous de savoir si la personne est fiable ou pas fiable, si elle est spécialiste dans son domaine, rigoureuse, si elle dit la vérité ou pas. Ce qui compte, c'est le buzz. Ce qui compte, c'est que ça fasse des vues sur les réseaux sociaux. Donc, quand on en arrive à cette perversion des médias, c'est-à-dire non plus donner des informations justes pour aider les personnes à appréhender la réalité, le monde et la vie avec justement ces informations qui sont vérifiées, à partir du moment où on ne cherche que le buzz, l'audience et l'effet à court terme, eh bien n'importe quelle parole ou n'importe quel film, n'importe quelle expression, surtout si elle est d'une certaine façon violente ou provocante ou choquante, va faire l'affaire. Et donc on sort de l'éthique de la parole, on sort de cet art de la parole qui est vraiment le fond de notre humanité, qui est quelque chose de très précieux, de très important à privilégier c'est important d'en prendre soin. Complètement. Je rebondis par rapport à ce que tu disais à un moment donné, au début de l'interview. Il y a aussi je pense, quand tu parles de responsabilité, pour justement donner la bonne réponse, il y a ce besoin aussi, tu sais, peut-être un instant de revenir à l'intérieur de soi pour faire de l'espace. Parce que si tu regardes quand ça sature, justement, quand tu parles de réaction, j'ai remarqué que si on réagit sur le mode de la réaction, bah souvent, c'est les paroles qui vont dépasser nos pensées. On va dire des choses, puis après, on va regretter. Du coup, il y a toute la culpabilité de se dire, mince, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais enfin, tu vois, et c'est vrai qu'il y a aussi j'allais dire, ouais, cette responsabilité d'un moment donné, se dire, bah, tant pis si même si j'agis en deux temps, c'est-à-dire que la personne me dit quelque chose, par exemple, je prends l'exemple quand on discute avec quelqu'un, et se dire, bah, en fait, je prends un instant parce que là, c'est trop, et je reviens après, mais dans d'autres, tu vois, dans d'autres configurations, j'allais dire, intérieures. Oui, c'est ça. C'est très important de pouvoir retrouver l'espace en soi, de se donner de l'espace pour pouvoir laisser émerger à partir de nos ressentis, donc à partir de notre sensibilité, ce qu'il y a de plus juste Ouais. par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, par rapport à la situation, à la relation, et aussi de sortir de l'urgence. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, il y a même des enregistrements qui sont mis à 1,5 fois, c'est-à-dire que c'est augmenté de 50%, la vitesse est augmentée, pour qu'on gagne du temps d'écoute, mais c'est une très très mauvaise idée parce que plus on stresse le cerveau en l'obligeant à réfléchir de façon rapide, plus on tombe dans nos automatismes, Mhm. c'est-à-dire finalement en dehors de la pensée. Plus on va être dans une forme d'hypnose Mhm. et non pas de vigilance et de conscience de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense et de ce que l'on peut dire dans cette situation-là. Donc je trouve que c'est vraiment important. Effectivement. Et comment notre sensibilité nous aide à parler de façon juste, justement? Alors c'est là, hein, c'est ce que tu as dit, si je prends le temps d'être dans le flou, hein, c'est toute la démarche du focusing qui a été créée par Eugene Gendlin, et qui a tellement influencé Carl Rogers pour l'approche centrée sur la personne, c'est partir vraiment de ce que je ressens là et qui est implicite. Si je suis tout de suite dans de l'explicite, c'est de l'automatisme, c'est du conditionnement, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais. Et c'est ce qui fait que les gens vont répéter des discours déjà entendus ou déjà lus. Ils vont prendre du prêt-à-penser euh, ou, ou des idées toutes faites ou des conventions, etc., des préjugés. Alors que si je pars de l'implicite et du flou, de quelque chose qui n'est pas encore clair, je prends le temps de sentir en moi, grâce à ma sensibilité, je prends le temps de sentir en moi de quoi il s'agit, comment ça se manifeste, comment ça devient de plus en plus clair. Et peut-être que ça va prendre plus de temps que ce que j'imaginais. Et à partir de ce cheminement, de ce processus intérieur de discerner ce que je suis en train de percevoir, et là je dis bien percevoir au sens de sentir
et non pas, comme disent certains Américains, percevoir au sens de l'interprétation de la réalité. Vraiment, dans le mot percevoir, qu'est-ce qui arrive à moi à travers ma sensibilité de ce réel dans lequel je suis, de la situation que je suis en train de vivre. Petit à petit, je vais sentir beaucoup plus clairement et ça va devenir progressivement explicite pour moi, c'est-à-dire plus clair, plus discernable. Et donc, ça va me rejoindre dans ma capacité à l'exprimer. Donc l'expression, le fait de parler, ça ne vient qu'en dernier recours. Après tout ce cheminement de clarification, d'attente déjà, de conscientisation, de clarification de ce que je ressens, puis à partir de ce que je ressens, de ce que je pense moi vraiment dans telle situation. Et n'est-il pas dommage que les êtres soient étiquetés et rangés dans des catégories? Oui, je trouve que c'est vraiment très dommage et justement par rapport à ces années de ma jeunesse, les années 80-90, on était beaucoup moins dans l'étiquetage. C'est quelque chose qui est venu avec le 21e siècle, en tout cas le début du 21e siècle, et j'espère que ça va cesser le plus tôt possible. Finalement, on était, et même dans les années 70, où j'étais encore enfant à l'époque, on était beaucoup moins dans l'étiquetage et beaucoup plus dans l'accueil des autres comme ils sont. Avec, il y avait quasiment pas d'étiquette psychopathologique, ou alors vraiment, c'est parce que c'était des gens qui étaient branchés là-dessus ou un peu obsédés par ça, mais il n'y avait pas du tout d'étiquette psychopathologique, il n'y avait pas de façon d'être bien ou pas bien, hein, ou mal, ou valeureux ou au contraire sans valeur. Il y avait une espèce de place pour le débat, pour les différences, pour l'émergence de ce qui spontanément survient. Et c'était donc très agréable à vivre. Alors, je ne dis pas que c'était mieux dans le passé, chaque époque est comme elle est, et c'est très bien comme ça. Ce que je remarque, c'est que cette manie de l'étiquetage, cette manie de mettre des gens dans des catégories, et probablement même maintenant dans des catégories de plus en plus, dans des niches, quoi, des catégories de plus en plus restreintes et restrictives, finalement, ça conditionne notre écoute et notre regard sur les gens parce que ça nous les fait voir selon une toute petite lucarne, selon une toute petite ouverture comme les fentes dans les prisons du Moyen Âge, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est ces fentes très très restreintes dans les murs épais des tours des châteaux forts. Et je vais raconter une petite anecdote à ce sujet. J'ai donc écrit un nouveau roman qui s'appelle 1000 battements d'ailes, dans lequel les personnages sont très différents, mais sont tous inspirés de personnages réels, comme je fais dans chacun de mes romans. L'un de ces personnages, Maurice, est un homme qui a la chance d'avoir une fortune, qui est diamantaire à Anvers, et je me suis inspiré d'un homme réel, qui existe vraiment, qui n'est pas encore mort d'ailleurs, d'un homme qui est extrêmement généreux. Et en discutant il y a 2 jours avec une personne à Paris, elle me disait, Maurice est un sauveur. Et je suis tombé des nues en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi le mettre dans une case et lui coller une étiquette, alors que c'est tout simplement un homme qui, en fonction de ses moyens, il a la chance d'avoir des moyens, est généreux et il le fait spontanément, c'est sans calcul. Quand il y a besoin d'aider, il aide. Il sait que c'est utile pour les autres. Lui, ça lui fait plaisir de le faire. Il ne se prend pas au sérieux, il ne met pas du tout ça en avant. Il n'attend aucun retour, même pas des remerciements. C'est comme ça qu'il est dans la réalité, c'est comme ça que je l'ai décrit dans le roman. Et je me dis, mais quel intérêt de coincer cet homme qui, dans toute sa complexité et ses nuances, ses subtilités et sa variété d'être humain, de le coincer dans la toute petite case du sauveur, quand on sait qu'en plus, selon l'insupportable triangle de Cartman, être sauveur, c'est pas bien. C'est pas bien d'être victime, c'est pas bien d'être bourreau, c'est pas bien d'être sauveur. Alors comment on fait dans ces cas-là? Bon. Et je me dis, finalement, on en est arrivé à, au lieu de, comme tu le disais, de faire de l'espace en soi pour prendre le temps d'accueillir l'autre tel qu'il est,
et donc aussi de s'accueillir soi tel qu'on est, Mmh. on va tout de suite étiqueter en disant telle étiquette, telle autre, ceci, cela, en fonction de ce qui est à la mode ou ce qui est dans le vent, et ça ne nous permet plus d'être dans l'ouverture à la réalité de l'autre. Parce que c'est vrai que on voit, on entend, on lit de très nombreuses personnes brandir leur hypersensibilité ou leur HPI comme une identité justement valorisante, une façon de se définir. Ne sommes-nous pas arrivés à une sorte d'excès? Oui, alors c'est ça qui est bien finalement quand un phénomène devient excessif, c'est que il devient lui-même caricatural et Exactement. qu'on va se dire stop, ça suffit, il y en a marre, passons à autre chose. Donc effectivement, c'est une chose de reconnaître qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et probablement donc plus sensibles que la moyenne, soit ponctuellement ou passagèrement, soit depuis très longtemps et pour une très longue période. C'est aussi une chose de reconnaître qu'il y a des personnes qui ont une efficience cérébrale, une efficience cognitive euh, supérieure à la moyenne ou différente. D'ailleurs, on devrait simplement dire différente des autres, et de reconnaître ces spécificités pour ne justement pas les stigmatiser et que ces personnes différentes soient accueillies dans leurs différences. Mais à partir du moment où on en fait une identité, je suis hypersensible, je suis HPI ou zèbre ou surdoué ou surefficient, à partir du moment où on en fait une identité, euh, on crée quelque chose d'artificiel, on va mettre tout l'accent sur cette dénomination de soi, sur cette identité, au lieu de, avec cette spécificité de grande sensibilité ou de grande capacité intellectuelle, au lieu de se donner, et c'est fort se donner à être en relation avec les autres avec toutes ces caractéristiques. Mm. Parce qu'il n'y a pas deux personnes très sensibles qui sont identiques. Il n'y a pas deux personnes avec des grandes capacités cognitives qui sont identiques. Et brandir simplement cet étendard de l'hypersensibilité ou du HPI, c'est finalement se dépersonnaliser, s'anonymiser derrière la pancarte. Et c'est vraiment dommage parce qu'on perd la richesse. Moi qui suis le pionnier dans la francophonie de la sensibilité élevée, c'était vraiment pour qu'on s'ouvre à des différences, qu'on s'ouvre à toutes les singularités de la sensibilité, notamment quand elle est plus élevée, de ces sensibilités qui sont tellement vives que c'est merveilleux. Et c'était pour que chaque personne, quelle que soit sa sensibilité ou son intelligence, et les deux sont liés, on le sait, que chaque personne puisse être accueillie telle qu'elle est dans ses spécificités sans être écrasé par le rouleau compresseur des, des normes. Mais si on crée une autre norme, de la norme des hypersensibles, avec tous les portraits robots qui circulent sur les réseaux sociaux, oui, qu'est-ce que c'est pénible, parce que ça force les gens à être dans du faux soi. Parce C'est que les gens ça. vont se dire, ah, si je suis hypersensible, il faut que je colle avec tel portrait robot, avec tel discours, les peurs des hypersensibles, ce que les hypersensibles n'aiment pas, ce qu'il ne faut pas dire à un hypersensible. Alors les gens vont s'auto-conditionner pour surtout correspondre à cette étiquette et cette catégorie, et on va être dans quelque chose qui est pire qu'avant, parce qu'au moins avant, on n'en parlait pas, et les personnes hautement sensibles, elles faisaient comme elles pouvaient, en se débrouillant pour finalement exprimer leur singularité, leur originalité, leur spécificité à leur façon. Elles étaient dans un chemin personnel. Alors que là, le problème, c'est que tout est ratatiné sur quelques clichés. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc, j'en appelle à toutes les personnes qui nous écoutent à arrêter de se définir par une étiquette et surtout à dire à leurs collègues, leurs amis, les personnes autour d'elles, de se définir à partir de ce qu'elles vivent, des expériences qu'elles font, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles pensent, de ce à quoi elles aspirent et de ce qu'elles ressentent, et non pas à partir d'une étiquette quelle qu'elle soit. Je te rejoins totalement et c'est vrai que ce qui me fait penser aussi, enfin les étiquettes, le lien que je fais, je me dis, on se coupe vraiment de notre essence en fait. Et quelque part, comme tu dis, on se conditionne, on s'auto-conditionne. Et je pense que ça me fait, l'image qui me vient, c'est comme tu sais, si on se rattache finalement à un bateau, on se cramponne, mais du coup, en fait, il y a plein de choses qu'on oublie en fait, qu'on laisse de côté, voire même qu'on renie en fait, enfin malgré nous finalement, parce qu'on se rattache à quelque chose. Et je me dis, t'imagines tout ce qu'on laisse finalement de côté,
qui pourrait justement marquer, comme tu dis, notre singularité et notre différence. Et pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois, j'allais dire le monde, c'est que si chacun exprime sa singularité, si chacun exprime sa différence, là, en fait, ça va être intéressant parce que finalement, on se complète, en fait. Et du coup, là, on devient beaucoup plus fort. Alors que si on est chacun des clones, ça n'apporte strictement rien, en fait. Exactement, et Mm, merci pour tes mots, parce que tu vois, comme c'est intéressant, mm, l'altérité, le mm. fait d'être dans ce dialogue qui est un partage, un échange de nos singularités. Tu as employé un mot très important, le mot essence. Ouais. Oui, Mm, c'est vrai que si nous forçons à entrer dans le moule des catégories, nous perdons le lien avec notre essence. Et tu as employé un autre mot super important, c'est clone, parce que ces gens qui veulent absolument être des hypersensibles parfaits ou des HPI parfaits, c'est Monsieur Smith de Matrix. mm. C'est les C'est vrai. clones du même bonhomme avec le même costume, Mm, la même façon de marcher et de parler. Et quel intérêt? Ça devient complètement mort. Or, la vie, c'est la différence, c'est la spécificité, ce sont toutes nos subtilités, nos nuances, mm, nos complexités, et ces richesses-là qui font que ça devient passionnant mm. de rencontrer l'autre, de parler avec l'autre et de s'intéresser à l'autre, et C'est ça. justement à ce qui est différent chez l'autre. Nous vivons aussi notre sensibilité dans la relation avec les autres. N'a-t-on pas tendance à l'oublier? Oui, alors ça, c'est très important aussi, c'est parce que c'est une conséquence Mm, du fait de s'enfermer soi-même de façon très nombriliste dans une identité, dans cette catégorie hypersensible ou HPI, ou autre d'ailleurs, parce que ça peut être d'autres catégories. Les gens qui se disent tout le temps résilients, mm, souvent les gens qui se disent tout le temps résilients, c'est qu'ils ne veulent pas aller voir leur traumatisme et les souffrances qui sont liées à leur traumatisme ou les fragilités qui pourraient en découler. Donc tout de suite, on brandit l'étiquette ou la pancarte résilient. Donc toutes ces façons de faire, dans la réalité, elles font croire qu'on est mieux que les autres. mm, Et ça, c'est très dangereux parce qu'on n'est jamais mieux que les autres, on est simplement différent. mm. Il n'y a pas mieux ni moins bien. C'est tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ils sont des êtres humains intéressants de par leur personnalité, leur spécificité. Donc, on a peut-être cette spécificité-là, mais ça ne nous met pas en dehors du lot, Mm, meilleur que les autres et supérieur. Du coup, quand on se protège de ces difficultés de vivre ou de la rudesse du monde ou du chaos qui nous entoure ou de ce que les relations réveillent en nous, parce que chez tout le monde, les relations affectives, elles viennent réveiller des fragilités ou des zones d'ombre. Quand on se protège de tout ça en se croyant supérieur ou en dehors du lot grâce à son étiquette magique, on oublie, et c'est tellement dommage, on oublie que l'autre existe. On oublie, donc prenons le cas de la sensibilité, on oublie que l'autre aussi a une sensibilité. Et à force de revendiquer comme ça les caractéristiques clés, ou on va dire les clichés, les stéréotypes de l'hypersensible, on oublie que les autres aussi sont sensibles et qu'en face de nous, il y a peut-être aussi des ultrasensibles ou des personnes hautement sensibles et que même si les autres ne sont pas d'une sensibilité élevée, ce sont tout de même des êtres humains sensibles. mm, Et ce qui compte dans la relation, c'est que chaque sensibilité puisse s'exprimer. Et que donc, même si je me considère ou je me repère, je me constate comme hautement sensible, eh bien, c'est important que j'écoute l'autre mm, me dire qui il est, qui elle est dans sa sensibilité, avec sa sensibilité, dans son humanité sensible, et que je m'y intéresse. Déjà parce que on apprend toujours beaucoup quand les autres parlent à partir de leur sensibilité, quel que soit ce degré de sensibilité ou cette façon d'être dans sa sensibilité. Et donc, je trouve que réouvrons-nous mm. à la sensibilité des autres, parce que peut-être ce, ce combat tambour battant pour définir, faire connaître, défendre la sensibilité élevée. Très bien, ça, c'était important un moment ou un autre dans l'histoire de notre culture de faire connaître les spécificités d'une sensibilité plus élevée que la moyenne. D'accord. Mais ce combat-là, d'ailleurs maintenant, on n'a peut-être plus besoin d'être dans le combat, on peut simplement être Oui. dans la coexistence pacifique. Il y a suffisamment de guerres comme ça et de conflits dans le monde. Mm, c'est vrai. Mm, Même si on tient à cette spécificité, on tient à l'explicité, l'autre aussi est dans sa sensibilité, c'est-à-dire ne faisons pas des espèces de personnes atomisées
Nous avons tous de la sensibilité, c'est important que ça circule et c'est important qu'on s'en parle et c'est important que ces sensibilités se rencontrent, se confrontent même parfois ou se frottent, s'enrichissent, oui c'est ça, s'enrichissent, se fécondent. Donc ouvrons-nous, ouvrons nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, nos yeux et tous nos sens à la sensibilité des autres. Et il y a deux choses que j'aimerais juste relever, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, et on en avait déjà parlé dans plusieurs podcasts, cette notion où finalement qu'on soit hautement sensible ou pas hautement sensible, dans tous les cas, nous sommes des êtres sensibles. Et finalement, la deuxième chose, je me dis, se reconnecter finalement à sa sensibilité, c'est se reconnecter à son authenticité, parce que c'est ça qui fait en fait justement qu'on est vrai. Alors là, tu dis la chose la plus importante pour moi, depuis que j'existe, mais c'est un peu ça. Donc merci de résumer l'essence de mon être. Ce qui compte, c'est ça, c'est notre sensibilité singulière d'être humain, notre authenticité, et qu'on ait eu besoin à un moment ou à un autre de préciser, qu'il y avait des sensibilités plus élevées que d'autres, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui est fondamental. Et pour revenir à l'essentiel, toi qui parlais d'essence tout à l'heure, là, ce que tu viens de dire, c'est la définition de ce qui est essentiel. Chacune et chacun de nous, dans l'authenticité de sa propre, je dis singularité, mais sensibilité, de sa propre sensibilité, c'est ça qui compte et c'est ça qui est intéressant. Et qu'en est-il de la sensibilité des autres, de nos proches, de notre écoute, de notre accueil à leur égard, c'est-à-dire finalement de l'échange et de la réciprocité? Comment rétablir une sorte d'équilibre? Voilà, c'est ça. C'est de retrouver, quand on n'est plus dans la revendication de son étiquette ou de son identité présumée, de retrouver cette spontanéité du jeu. Là, on peut l'entendre en français dans les deux sens, hein, J-E et J-E-U. C'est-à-dire déjà la spontanéité de l'enfant à l'intérieur de nous, qui ne calcule pas, qui ne cherche pas à convaincre, qui est simplement dans la présence, dans sa présence de petit humain à la vie. Et la spontanéité du jeu, le fait de jouer, c'est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux, de pouvoir endosser justement plusieurs identités. Quand dans les jeux d'enfants, on joue plusieurs personnages et ça ne pose aucun problème. D'être le gendarme, puis le voleur, puis, enfin, de mon époque, maintenant ça a dû beaucoup changer, l'Indien, puis le cow-boy, le médecin, puis le patient ou la patiente, l'infirmière ou l'infirmier, etc., la cuisinière, le cuisinier, le vendeur, le commerçant ou le client. Et tous ces rôles sont possibles pour notre humanité parce qu'ils nous permettent justement de comprendre les autres. En fait, la compassion, elle vient aussi de notre souplesse, de ce jeu en nous, cette souplesse, cette flexibilité qui nous permet d'endosser toutes les identités possibles. Et quand on sent que justement il y a parfois des crispations entre l'identité masculine et l'identité féminine, c'est parce que nous n'osons pas assez nous identifier, nous les hommes, nous identifier aux femmes, et vous les femmes vous identifiez aux hommes, alors que c'est tout à fait possible. Si j'étais une femme, comment je vivrais ça? Ou si j'étais un homme pour une femme, comment je vivrais ça? Et c'est tellement plus riche et plus intéressant parce que ça permet de comprendre tout et tout le monde et toutes les situations et donc de retrouver ce niveau de la parité entre toutes les formes de sensibilité, entre toutes les formes d'essence, comme tu disais tout à l'heure, toutes les personnes humaines qui sont là, à parité dans l'échange de ce qu'ils ou elles sont, profondément, véritablement, et sans le savoir à l'avance, parce qu'on sait bien que quand on vit au présent, ça émerge. J'ai pas fait un calcul savant, un programme, un plan pour être qui je suis là maintenant. Je laisse émerger ce qui vient en moi, et c'est ça aussi mon essence et mon authenticité. Et beaucoup de difficultés relationnelles, sociales et même politiques découlent du non-respect du consentement. Qu'en penses-tu? Oui, alors là, vraiment, on est au cœur de cette réciprocité. On est au cœur de cette réciprocité, de cet accueil de l'altérité, de la prise en compte, de la prise en considération de la sensibilité de l'autre.
donc, comme tu disais, de son essence. Si je suis vraiment dans un face-à-face humain, comme disait Lévinas, mon visage face à ton visage, c'est-à-dire mon humanité finalement face à ton humanité. Si je suis dans l'accueil respectueux, dans l'accueil sacré, c'est un mot fort mais je l'emploie, si je suis dans l'accueil sacré de ce face-à-face, de ton visage humain face à mon visage humain, donc de ta sensibilité d'être humain face à ma sensibilité d'être humain, je ne peux que être dans le respect de ton consentement. Je ne peux pas imposer à l'autre humain face à moi quelque chose qui ne respecte pas son humanité, donc sa sensibilité, son essence. Il y a quelque chose vraiment à c'est plus que resituer ou repositionner, c'est à réintégrer dans nos existences, nos relations, nos sociétés, les jeux politiques, etc., avec tout ce qui se passe de grave sur la planète, c'est cette compréhension fondamentale que mon humanité face à ton humanité, ma sensibilité face à ta sensibilité, fait forcément, invariablement, indispensablement, nécessairement naître le respect de l'autre dans son intégrité d'humain. Et le respect de l'autre dans son intégrité d'humain, donc dans sa sensibilité d'humain, c'est le respect avant tout de son consentement. Cet autre me dit-il ou me dit-elle oui ou non? Et son oui est un vrai oui, son non est un vrai non. Je dois, c'est l'éthique fondamentale de l'être humain, de notre humanité. Je dois tenir compte, prendre en compte cette réponse qui est un oui, un vrai oui ou un vrai non. Je ne peux pas humainement faire autrement qu'en me disant, elle m'a dit oui, elle consent. Elle m'a dit non, elle ne consent pas. Et j'en tiens compte, j'en prends acte. Je rebondirais sur un point que tu disais sur un vrai oui et un vrai non. Et tu vois, là, ce que je voyais, c'est aussi cette notion, il y a parfois des gens qui disent oui alors qu'ils pensent non. Et du coup, comme tu dis, le vrai oui. Et que quand justement on a cette intuition ou cette sensibilité justement qui nous permet de dire oui, mais bon, elle a dit oui parce que je sens bien que. Alors bon, on n'est pas dans la tête de l'autre, alors on peut pas savoir ce que la personne pense. Mais en tout cas, je me dis, c'est aussi s'assurer que c'est un vrai oui en fait, c'est un vrai consentement. Parce que ça aussi, parfois les gens, ben ça les arrange bien de se dire que c'est un oui, mais ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas un vrai oui. Oui, c'est très important. Et là, on peut introduire déjà deux délicatesses. On peut introduire deux précautions. Okay, ça rejoint ce qu'on disait sur l'art de la parole au début. Complètement. Si je sens que l'autre me dit un oui un peu contraint, un peu forcé, ou pas complètement entier, donc intègre, ça veut dire entier. Si je le sens, dans ma sensibilité d'être humain, je sens que la sensibilité de l'autre est comme bancale ou forcée ou biaisée, il y a quelque chose qui n'est pas accordé, voilà, je cherchais un terme juste, quelque chose dans la sensibilité de l'autre qui n'est pas accordé dans son oui. Eh bien, je peux reposer la question en disant, tu m'as dit oui, je te propose de prendre le temps parce que je ne suis pas tout à fait sûr de ton oui. Est-ce que quand tu le sentiras, tu pourras me dire si c'est un vrai oui ou pas, ou si c'est un vrai non, parce que si c'est pas un vrai oui, c'est un vrai non. Oui, Ça devient plus c'est ça. clair. Ouais. Et donc, avoir cette délicatesse de demander à l'autre ce qu'il en est vraiment en lui laissant le temps de la réponse. Parce que parfois, quand on est face à quelqu'un, on n'ose pas dire non. Alors que quand on se retrouve seul chez soi Mm. ou en soi, on se dit, ah ben non, finalement, j'ai pas envie. Mm. Donc d'avoir cette intelligence, là voilà la vraie intelligence, c'est pas une question de QI. La véritable intelligence, elle est là dans la situation humaine, c'est de sentir que si l'autre a besoin de temps, ou si l'autre a besoin de se retrouver seul, ou de réfléchir, ou de quoi que ce soit, pour pouvoir donner sa réponse, mon intelligence sensible va me permettre de le proposer et de respecter cette proposition.
Ça, c'est la première délicatesse. La deuxième délicatesse ou deuxième précaution, c'est de toujours intégrer la réalité que nous, les êtres humains, nous pouvons changer d'avis. Et que même si j'ai dit oui aujourd'hui, et que demain je me sens fatigué, ou que je me rends compte que dans mon emploi du temps, ça ne va pas être possible, ou que j'étais pris un peu dans le fantasme du groupe et que dans mon intégrité personnelle, non, finalement, cette proposition-là ne me convient pas et j'ai besoin de me respecter, je vais dire non, que même si je dis non le lendemain, 3 jours après, une semaine ou un mois après, ça fait partie de la réponse. Ça fait partie de l'art de la parole, qu'on ne peut pas toujours dire toute notre vérité. Ben non, je respecte ton non. Tu m'as dit oui, je respecte ton oui. Mais aussi dans la durée de si tu as besoin de changer d'avis quand tu te retrouves seul ou pour telle et telle raison, j'accepterai, même si c'est pas facile à accepter, j'accepterai ton changement Et d'avis. ça, c'est important, effectivement. La possibilité de changer d'avis, c'est très important. C'est très... Oui, effectivement. Et ton nouveau roman, Mille battements d'ailes, est une invitation à créer ensemble un monde nouveau, plus humain, plus respectueux du vivant et de la nature. Tu y prônes la coopération. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir. C'est un roman que j'ai écrit pendant la pandémie, en 2020 principalement, et qui devait s'appeler Le monde d'après. Parce qu'à l'époque, on parlait de ce fameux monde d'après. Les confinements nous mettent face à nous-mêmes et on se rend compte que le monde tel qu'il était avant la pandémie ne peut pas continuer. Et donc, que va être ce monde d'après? Et je me suis donc mis en quête auprès de mes proches, de mes amis, de mes patientes et mes patients, de ma famille, etc., des désirs, des aspirations des êtres que je connais et que je côtoie par rapport à ce monde d'après. Et c'est ce qui a donné ce roman. Et dans ce roman, j'essaye de simplement de montrer qu'il est possible d'envisager nos vies, nos existences de façon beaucoup plus simple. Et que cette simplicité, elle est justement, écoutons nos sensibilités, retournons à ce qui est essentiel pour nous, vivons dans la simplicité, rapprochons-nous de la nature car nous en avons besoin, et respectons-nous en nous écoutant, tout en comprenant que ça suffit de vouloir être le premier sur les réseaux sociaux ou la première sur les réseaux sociaux, la plus belle ou le plus beau, le plus fort ou la plus forte, enfin peu importe hein, la course dans laquelle on est, ou le plus riche ou la plus riche, parce que finalement, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens pour nous humains, c'est la relation. C'est comment nous vivons avec les autres. Et donc, c'est le roman de la convivialité, c'est-à-dire vivre ensemble. C'est un roman dans lequel tous les personnages, femmes, hommes, quel que soit leur âge, vont se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, et qui vont tous se rendre compte que ce sont les relations qui sont fondamentales, et qu'à partir du moment où on prend soin de notre cœur, c'est-à-dire de nos relations, à partir du moment où on prend soin de nos sentiments, de nos désirs, de nos aspirations, et qu'on est dans le respect de la sensibilité de l'autre, donc de ses aspirations et de son consentement, on peut ensemble créer du nouveau. Et que changer le monde, c'est pas forcément un programme politique, c'est pas forcément une invention technologique. Peut-être que ça donnera lieu à un programme politique, à une invention technologique, j'en sais rien. Mais c'est avant tout qu'est-ce que nous faisons dans nos vies, avec nos proches, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos parents, nos enfants, qui nous aidons, comment nous nous entraidons, quelles sont les idées que nous partageons, comment nous les mettons en œuvre pour savoir si ça peut fonctionner ou pas, et de le faire chez soi, dans son jardin, sur son balcon, dans le quartier, dans la ville qu'on habite, sans se dire que ça doit arriver d'en haut, des gouvernements, parce que ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra vraiment de chacune et chacun de nous. Et c'est vrai que c'est très juste. Et c'est vrai que le changement, souvent, on attend de l'extérieur des choses, mais en fait, ça vient de l'intérieur. C'est toujours cette notion de revenir en soi. Je crois que c'est vraiment la clé de tout, finalement. Exactement, c'est ça, revenir en soi, revenir Mm. à soi, pour pouvoir C'est s'ouvrir ça. aux autres et être dans l'échange avec les autres, et donc la création de l'avenir
même si on ne dit pas le monde à venir, la création de ce qu'il y a à venir, créons-le ensemble à partir de nos sensibilités et grâce à ces retours en soi. Et il me semble qu'il y a une nouvelle BD qui va sortir très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Ultra Sensible, une histoire de famille. J'aime beaucoup les bandes dessinées depuis que je suis enfant. Et donc je rêvais de créer une bande dessinée. Là, c'est moi qui ai écrit le scénario. Nathalie Priou, illustratrice, qui a fait les illustrations. Et c'est une bande dessinée qui reprend les personnages d'un de mes romans, qui s'appelle J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage. Donc ça se passe au Canada, au Québec, à Montréal principalement, et dans les Laurentides, une région qui est au nord de Montréal. Et en fait, la mère et la fille, Valérie et Fiona. Donc Valérie, dans le roman, a deux filles. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui a deux filles adolescentes, Inès qui est entrée à la fac et Fiona qui est encore au lycée. Il se trouve que Fiona a des difficultés relationnelles avec sa mère pour des raisons qu'on va découvrir dans l'histoire, qui sont liées à son vrai père, qui avait été caché par sa mère. Voilà, on va comprendre pourquoi. Et au fur et à mesure de leur conflit, de leur discussion, Fiona aide sa mère à se rendre compte qu'elle est très sensible, puisque Fiona a consulté un thérapeute qui lui a fait prendre conscience de cette sensibilité particulière. Et Fiona, à son tour, aide sa mère à comprendre qu'elle aussi, elle a cette sensibilité. Mais ce que je voulais absolument montrer, c'est qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que la façon dont Valérie est très sensible n'est pas du tout la même façon dont Fiona est très sensible. Et que c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a aussi d'autres personnages avec leur sensibilité dans la bande dessinée, et que finalement, toutes ces sensibilités très différentes, très singulières, elles réussissent à s'accorder, à se vivre ensemble, parce qu'on se parle, parce qu'on prend le temps de vivre des choses ensemble, de s'écouter, voilà, d'adopter le point de vue de l'autre, hein, ce qui est le fondement de l'empathie, d'être simplement dans la convivialité. Donc c'est vraiment, comme on sait, de tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, cette bande dessinée essaye aussi de montrer que c'est possible dans une famille très simple, puisque Valérie est infirmière à l'hôpital. Voilà, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour bien vivre sa sensibilité. Et ça se passe justement parce qu'il y a de l'amour et parce qu'on prend le temps. Aimer, c'est fréquenter. Hein. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Aimer, c'est fréquenter, c'est-à-dire passer du temps avec quelqu'un. Et qu'en passant du temps ensemble, en se parlant, en s'écoutant, on arrive à accorder nos sensibilités et ça devient vraiment fabuleux. Et c'est là toute la richesse justement de ce que tu disais en interview, de cette singularité en fait. Là, ça devient riche puisque en fait, on cherche pas à ressembler à l'autre ou à quelqu'un. On est simplement soi et en fait, c'est là où toute la magie de la relation finalement. Exactement. La magie de la relation. Un très très grand merci Saverio, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi comme à chaque fois. Mais vraiment, Merci Sophie. merci. Un grand plaisir pour moi aussi. Merci infiniment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!